le plan de mon intervention, en guise d'introduction, je vais essayer de parler de qu'est-ce qui a fait le point de départ de ma réflexion et de mon livre. Alors, en deuxième partie, je vais essayer de présenter les différents paramètres et les différents indicateurs qu'on utilise dans le domaine. Ce domaine-là, c'est particulièrement appelé la géolinguistique, pour évaluer les chances de l'arabe. Et dans un premier temps, je vais essayer de montrer les points forts de l'arabe. Dans un deuxième temps, je montre surtout ce qui bloque et les points faibles. Et en conclusion, je proposerai un certain nombre de défis surtout pour le monde arabe, évidemment. Alors, quel est le point de départ de ce travail? C'est évidemment le rapport du British Council. Le British Council, sa mission, c'est de promouvoir la culture britannique et la langue anglaise, bien sûr. Et ce British Council, il a voulu savoir quel allait être le devenir de la langue anglaise dans le monde à l'avenir. Donc, ils sont très pragmatiques, les anglo-saxons. Ils veulent savoir ce que leur langue domine. Aucune langue, dans l'histoire de l'humanité, aucune langue n'a autant dominé que l'anglais. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu une langue aussi dominante. Mais même sa domination maintenant, elle a changé carrément de nature, parce qu'elle ne fait plus partie des langues étrangères dans les cursus, mais maintenant, elle fait partie des notions de base que doit avoir l'enfant. Par exemple, dans beaucoup de pays maintenant, on introduit l'anglais au même titre que le calcul, l'écriture, la lecture, etc. Vous voyez que la domination de l'anglais maintenant, c'est plus simplement une langue qui domine parce que c'est une langue étrangère, mais c'est plutôt sa nature même a changé. D'où la difficulté justement de prévoir une langue pareille. Mais disons que les Britanniques voulaient savoir ce qu'il en allait être, ce que ça allait donner à l'avenir, et ils ont publié un rapport en 1997, le premier, et un deuxième en 2006-2007. C'est un rapport qui, à mon avis, ne verse ni dans le triomphalisme, ni dans l'alarmisme. Je pense que c'est le travail le plus élaboré et, je pense, l'analyse la plus prudente sur le devenir de l'anglais dans le monde. L'auteur du rapport, c'est un linguiste dans le domaine de ce qu'on appelle la linguistique appliquée. Il s'appelle Gradol, et il commence d'abord par la situation actuelle, ou plutôt les années 90. Il commence à conceptualiser la hiérarchie des langues, le poids des langues dans le monde dans les années 90. Sachant que jusqu'à maintenant, touchant du bois encore, pour des linguistes, il n'y a pas pire qu'une langue qui meurt. On estime entre 6 000 et 7 000 le nombre de langues actuellement dans le monde. Alors, il commence par conceptualiser le poids des langues dans le monde dans les années 90. Et il propose une forme schématique sous forme de pyramide. Cette pyramide, évidemment, elle est là, on a 1, 2, 3, 4, 5 étages. On est, comme je disais, sur 6 000, 7 000 langues, et il met en haut l'anglais et il met aussi le français. Regardez, j'ai joué sur les caractères, majuscules et minuscules, tout simplement que l'anglais occupe cette position de domination par sa puissance réelle, mais le français, qui connaît un net recul, surtout en Afrique subsaharienne, où justement l'avenir du français comme langue mondiale se joue, c'est là où il est en train de perdre beaucoup de terrain. Et justement donc, si le français a été mis dans cette position, c'est simplement parce que c'est un avantage acquis, c'est l'ancienne langue internationale, une ancienne grande langue internationale. Alors, pour les évaluations futures, donc là, c'est les années 90. Pour les évaluations futures, l'auteur avait besoin d'indicateurs, de paramètres. Alors, une chose très importante, la linguistique historique et l'histoire,
sans passer par la linguistique historique, mais l'histoire nous montre que une langue s'impose sur le plan international, non pas par ses qualités intrinsèques, ses caractéristiques internes, ce qu'on souvent dit c'est une belle langue, beauté. Pour un linguiste, d'ailleurs, ça revient du ridicule. Toutes les langues sont belles, toutes les langues sont capables de transmettre ce que vous leur donnez, tout dépendra bien sûr de la société qui porte cette langue. Ce n'est donc pas les qualités internes d'une langue qui font qu'une langue devient mondiale dominante, ce sont plutôt des facteurs externes. Et simplement pour vous montrer, pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire, je citerai un petit peu Rivarol qui, à la fin du XVIIIe siècle, disait ceci, et je le cite, « Ce qui n'est pas clair n'est pas français, ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. » Fin de citation. Donc c'est plutôt, lui, à l'époque, le français dominé au XVIIIe et XIXe siècle. Pour lui, la domination, c'était plutôt la domination qui était due à la qualité de la langue française. En fait, il ne savait pas qu'au même moment où il écrivait ces termes, ces mots, l'anglais était déjà en train de poindre à l'horizon et l'anglais venait déjà de déclasser dans le Pacifique la langue portugaise, qui était l'une des langues dominantes dans le monde. Donc ce sont les facteurs externes qui jouent, qui sont beaucoup plus importants que les facteurs internes. Je dis simplement une petite parenthèse. Quand l'anglais domine maintenant, ce n'est pas parce que c'est une meilleure langue, c'est parce qu'il a les moyens extralinguistiques, qui n'ont rien à voir avec la linguistique, qui a les moyens de faire en sorte qu'il produit des choses dans des domaines que d'autres langues vont suivre. Par exemple, le mot souris, mouse, qui maintenant, vous retrouvez l'équivalent dans toutes les langues. En français, c'est souris. En arabe, farat el computer. En espagnol, je crois que c'est raton. En italien. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que l'anglais est supérieur à ces langues. C'est simplement parce que l'anglais, grâce à sa puissance, surtout économique et culturelle surtout, il réussit à produire des choses en amont et les autres vont simplement traduire, tout simplement. Donc ça, c'est l'anglais, grâce à ses moyens, il a réussi à créer des domaines nouveaux que d'autres langues n'ont pas. Ça ne veut pas dire que l'anglais est supérieur, c'est simplement il crée des domaines grâce aux moyens dont il dispose. Alors, quels sont les paramètres que les gens du British Council ont utilisés pour prévoir l'avenir des langues dans le monde? Premier critère, évidemment, c'est la puissance économique des pays qui ont la langue en commun, c'est-à-dire les pays où la langue est officielle et ou nationale. C'est évidemment le PNB de tous ces pays-là, en milliards de dollars. Le PNB, donc, pour simplifier, je ne suis pas économiste, c'est le PNB, le produit national brut, il mesure la valeur totale des biens et services produits dans un pays sur une année. Le deuxième critère, c'est le nombre de locuteurs de cette langue. En tant que natif, on dira ceux qui l'ont comme langue maternelle, ceux qui l'apprennent à la maison, on dira L1. Et en plus de ça, ceux qui l'apprennent comme langue additionnelle, c'est la langue L2, la deuxième langue, ou la langue seconde, ou langue étrangère. Troisième critère, c'est le critère très, très, très important, c'est ils ont tenu compte de la mort des langues. C'est-à-dire que le XXIe siècle, à cause des résultats du nationalisme dans les États, le nationalisme, depuis qu'il est arrivé au monde, aux êtres humains, il fait dans une langue, une nation, une langue. Donc les langues non officielles ont tendance à être tout simplement poussées vers la sortie, et donc souvent il y a disparition. Mais il y a aussi la mondialisation. Par son fait même qu'elle soit homogénéisante, la mondialisation a tendance aussi à tuer les langues. Donc là, nous avons deux agents tueurs de langues, le nationalisme et la mondialisation. Mais il y a un troisième facteur qui est très, très, très important, c'est l'urbanisation. Parce que l'avenir de l'humanité semble être, il y aura de plus en plus d'êtres humains qui vont vivre dans les villes, et on sait tous que lorsqu'on va dans une ville, on a tendance à perdre ce qui fait sa différence. Comme disait un sociolinguiste américain repris par un Français, la ville, elle aspire la pluralité linguistique, le multilinguisme, et elle recrache du monolinguisme. Donc l'urbanisation est un facteur et c'est également un agent tueur des langues. Et puis le quatrième critère utilisé par les Britanniques, c'est ce qu'on appelle l'indice de développement humain. L'indice de développement humain nous donne
il calcule, mais je reviendrai dessus lorsque je parlerai de l'arabe, il tient en compte de trois choses: la qualité de vie des locuteurs d'une langue, le niveau d'éducation et le niveau de vie selon le produit intérieur brut qui lui, évalue, pour simplifier, qui évalue les richesses produites par un pays, c'est-à-dire surtout économique. Donc, l'indice de développement humain, ça nous donne à voir plutôt ce qui est beaucoup plus important, ce qui à mon avis, et on aura besoin tout à l'heure pour parler de l'arabe, c'est la qualité des locuteurs. Parce qu'on apprend une langue lorsqu'on veut imiter ce qui la parle. C'est lorsque ces gens-là ont quelque chose qu'on veut avoir, et je crois que ça, c'est fait la force des langues, comme l'anglais. Mais j'en parlerai tout à l'heure dans un petit moment. Alors, avec ces 4 critères, donc le critère économique, le critère, le nombre de locuteurs, ce qu'on appelle la démolinguistique, le critère de la mort des langues, le 4e critère, c'est l'indice de développement humain, permettent au rapport du British Council d'avoir une projection pour 2050, il projette un nouvel ordre linguistique mondial. Et il le présente sous la forme toujours d'une pyramide, et vous voyez, la pyramide déjà, elle a changé. On n'est plus sur 5 étages, mais on n'a plus que 4 étages. Et regardez ce qui reste par rapport à la mort des langues. Il ne reste plus que 1000 langues. Et en haut, c'est que l'anglais restera dominant, mais il sera rejoint par 4 autres langues, le chinois, le hindi ourdou, l'espagnol et l'arabe. Alors, lorsqu'on compare ces 2 pyramides, on voit bien d'abord qu'on passe de 5 étages à 4 étages. On passe de 6000 à 7000 langues à 1000 langues. On passe d'un monopole de l'anglais, plus ou moins bousculé un peu par le français, parce que ça reste encore la seule langue au monde qui résiste un peu à l'hégémonie de l'anglais, mais l'anglais domine, c'est le monopole de l'anglais. Et on passe à ce qu'on appelle un oligopole, c'est-à-dire, je crois que nos amis les économistes savent que dans un marché où il y a un oligopole, c'est-à-dire qu'il y a un petit groupe d'institutions ou d'acteurs économiques qui monopolisent le marché. Bien, oligopole, c'est plus qu'un. D'accord ? Donc le monopole ne serait plus pour l'anglais, mais pour au moins 5 langues. 5 ou 4 langues. 5 langues. D'accord ? Donc, j'étais en train d'écouter la dernière fois l'ancien ministre des Affaires étrangères français qui disait que la fin, c'était au moment où on fêtait la chute du mur de Berlin. Il disait ce qu'on ne savait pas, que beaucoup ont dit après le 89, qu'on était rentré dans la fin de l'histoire, mais en fait on ne se rendait pas compte qu'on était rentré dans un autre monde. Et ce monde-là, il a dit, c'est un monde multipolaire. J'ai comme l'impression que ça correspond bien à un monde multipolaire, c'est-à-dire que la pluralité linguistique serait désormais la norme plutôt que le monolinguisme, qui correspond souvent au nationalisme du 19e siècle. Mais 2 questions s'imposent tout de suite par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que l'avenir est prometteur pour les bilingues et les multilingues ? Ça, c'est une question. Beaucoup de pays sont en train de répondre. Comme je vous disais, j'étais à Beyrouth et j'ai vu que j'ai quand même l'impression que le pays arabe qui est le plus en avance dans la mondialisation, c'est le Liban. Ils n'ont aucun complexe par rapport aux langues à apprendre. Si on voit par exemple les Algériens, c'est complètement... Ils sont très en avance et on voit déjà que la mondialisation, je crois que se conjugue au pluriel sur le plan linguistique. 2e question, est-ce que ceci, c'est la fin de l'idéologie nationaliste née au 19e siècle, une langue, une nation, une langue, sachant que le nationalisme et la nation ont été imaginés par les hommes. Rappelez-vous le livre de Imagined Communities de Benedict Anderson, les communautés imaginées. Ça a été imaginé par les hommes. Ça ne veut pas dire que c'est éternel et que ça peut changer et qu'on pourrait connaître une autre façon de vivre ensemble. Peut-être c'est le cas. Mais je pose des questions là. Alors, avec toutes les incertitudes qui accompagnent les prévisions en matière de langue, un certain nombre d'éléments montrent l'émergence d'un nouvel ordre linguistique mondial actuellement. Au début du XXe siècle, on le voit déjà
apparaître. Les projections pour 2010, basées sur des critères économiques uniquement, montrent que les langues les plus demandées par les étudiants seraient éventuellement 1. L'anglais, 2. Le chinois, 3. L'espagnol et 4. L'indonésien. Si on prend le pays qui a la classe moyenne la plus importante dans le monde, les États-Unis, parce que n'oubliez pas que ce sont les classes moyennes qui encouragent leurs enfants à apprendre les langues étrangères. Si on prend les États-Unis et on essaie de voir le nombre d'inscrits pour 12 principales langues étrangères, mais comme je n'ai pas de place, je vais vous montrer que 8, et sur une période de 42 années. On voit ceci. Regardez bien. Langue étrangère aux États-Unis, le nombre d'inscrits de 60 à 2002. Regardez l'espagnol. J'ai mis en rouge toutes les langues dont les inscrits augmentent. Regardez l'espagnol. Comparons le français et l'espagnol. Le français a toujours été la langue étrangère la plus cotée aux États-Unis. Regardez en 60. Et ça dégringole progressivement. Regardez l'espagnol. Je pense que c'est multiplié par plus de 4. Toutes les autres langues, l'allemand lui aussi diminue. Et c'est bien sûr l'espagnol. On voit bien le chinois aussi qui monte. D'accord ? Pour comprendre les évolutions actuelles pour l'espagnol et le chinois, à mon avis, il faudrait revenir à l'anglais. Souvent, pour décrire l'expansion de l'anglais dans le monde d'un point de vue historique et même au niveau de l'acquisition de la langue, c'est-à-dire depuis le début de l'expansion de l'anglais dans le monde, et aussi la manière dont les gens parlent l'anglais dans le monde, on peut représenter ça sous forme de 3 cercles concentriques. Il y a l'espace central qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, ceux qui parlent l'anglais comme langue maternelle. Ça, c'était, à propos, ces chiffres que vous avez là, c'était pour les début des années 90. Vous allez voir tout à l'heure, ces chiffres sont complètement dépassés. L'espace central, les natifs qui parlent l'anglais comme langue maternelle. L'espace élargi, c'est les pays qui ont été colonisés qui faisaient partie de l'Empire britannique, qui ont appris la langue anglaise comme langue, ce qu'on appelle langue seconde. Et l'espace d'expansion, c'est là où l'anglais est appris comme langue étrangère. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien historique avec la Grande-Bretagne. D'accord ? Donc ces 3 espaces, le chinois et l'espagnol sont en train d'avoir les mêmes espaces. On a l'espace central, bien sûr les Chinois parlant le chinois en Chine, d'accord ? L'espace élargi, c'est la diaspora chinoise. L'espace d'expansion, c'est le chinois appris avec tous les centres qu'on est en train de Confucius qu'on est en train de créer dans le monde. Le chinois est en train de connaître un nombre très important d'inscrits pour apprendre l'espagnol, le chinois. Pareil pour l'espagnol. L'espace central, c'est les pays latino-américains et l'Espagne. L'espace élargi, c'est la diaspora. Et l'espace d'expansion, c'est tous ceux qui apprennent l'espagnol comme langue étrangère. Donc vous voyez que le rôle de la diaspora est très important. De nos jours, dans la mondialisation, les diasporas, le rôle des diasporas dans la mondialisation assure la progression de la langue chinoise ou espagnole, et le rayonnement de la culture portée par cet idiome, dans des pays, tout simplement, et je dirais entre guillemets, à conquérir, tout simplement. Alors, d'ailleurs, l'émergence de ces 2 langues ne relève plus de l'hypothèse. Il y a de plus en plus de colloques internationaux qui portent sur le sujet. Par exemple, en décembre 2007, l'université de Hong Kong, City University of Hong Kong, a fait un très gros colloque sur devenir langue mondiale, l'émergence du chinois, de l'anglais et de l'espagnol. C'est en fait en anglais,
parce que c'est par ordre alphabétique Chinese, English, d'accord? Donc j'ai gardé l'ordre. Hein. Donc ce n'est plus une question d'hypothèse, c'est déjà, ça fait partie des colloques internationaux. C'est une hypothèse, ce n'est plus une hypothèse, les gens traitent ces questions dans des colloques internationaux. Alors lorsque vous voyez tout ça, qu'en est-il de l'arabe? Pour répondre à cette question, il me fallait dégager moi aussi des outils pour évaluer le poids de l'arabe et évidemment, surtout les entraves qui l'empêchent d'émerger comme le chinois et l'espagnol. Dans ce domaine, il y a une dizaine de spécialistes qui travaillent, ce sont tous la plupart des géolinguistes, mais des géolinguistes qui sont soit proches des sciences politiques, soit proches de sociologie du langage, soit de véritables sociolinguistes, et qui proposent souvent des indicateurs, des paramètres qui ne dépassent pas généralement la dizaine. Donc, et la plupart de ces indicateurs, ils ont tendance à se recouper. Ils se recoupent et peuvent être regroupés, à mon avis, mais quelqu'un l'a fait avant moi, c'est un sociolinguiste allemand. Il a regroupé ces quatre paramètres, ces différents paramètres, il les a regroupés entre quatre paramètres majeurs. Premier paramètre, c'est ce qu'il appelle le pouvoir ou la puissance politique, c'est-à-dire le degré de diffusion d'une langue sur la planète, ce qu'on appelle une langue intercontinentale, et le degré de diffusion au sein des États, ce qu'on appelle une langue multi-étatique. Lorsqu'une langue est officielle dans plusieurs États, elle est multi-étatique. Lorsqu'elle est diffusée sur deux continents au moins, elle est intercontinentale. Deuxième paramètre, c'est la puissance économique représentée sous la forme du PNB et du PIB. Troisième, c'est la puissance numérique, c'est le volume des locuteurs qui parlent cette langue, quelle qu'elle soit maternelle ou non maternelle, ou additionnelle. Mais, à mon avis, le facteur le plus puissant, le plus important, c'est ce que le sociolinguiste allemand appelle la puissance culturelle d'une langue. Parce que si, une petite parenthèse, si le chinois, si c'était une histoire du nombre de locuteurs, je donnerai quelques chiffres tout à l'heure, le chinois aurait toujours été en tête, parce qu'on parle de milliards. L'anglais est très très loin de ce niveau-là. Maintenant, on parle de chinois qui émerge, c'est tout simplement parce que sa puissance culturelle est en train de sortir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette puissance culturelle? Elle contient plusieurs indicateurs. La culture populaire. Les États-Unis ne dominent pas le monde simplement parce que, sur le plan économique, etc. Mais aussi, vous avez Michael Jackson, vous avez Hollywood, c'est une puissance. Vous avez la culture savante, évidemment. Je reviendrai dans un petit moment là-dessus. C'est aussi les sociétés qui donnent de l'importance à l'acquisition du savoir et à sa production. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Évidemment, je reviens à cette notion de qualité des locuteurs. La qualité des locuteurs n'est pas simplement, c'est des gens très instruits, c'est des gens qui donnent de l'importance à l'acquisition du savoir et sa production, mais aussi leurs attitudes vis-à-vis de leur langue. Est-ce que ce sont des gens qui accepteraient, qui sont prêts à accepter que d'autres s'approprient leur langue? Ça, c'est ce que j'appellerais, moi, la différence entre une langue ouverte et une langue fermée. Les langues ouvertes, ce sont des langues qui, leurs locuteurs natifs, acceptent que d'autres s'en accaparent. Ils s'approprient de cette langue. Alors que les langues fermées sont des langues qui ne permettent pas à d'autres de s'en accaparer. Donc je reviendrai sur cette question-là tout à l'heure, parce que c'est très important, surtout lorsque je compare l'arabe avec l'anglais et le français avec l'anglais. C'est pour tous les géolinguistes, c'est la puissance, le pouvoir culturel, c'est le plus puissant indicateur. Alors, pour les besoins de comparaison, je prendrai à tour de rôle chacun de ces quatre indicateurs et je le comparerai à l'espagnol. N'oubliez pas que l'espagnol est en train d'émerger, d'accord? Alors, il y a trois raisons pour lesquelles j'ai choisi l'espagnol. D'abord, parce qu'il y a une histoire commune. Ils ont vécu sur la péninsule ibérique pendant presque 8 siècles, côte à côte. Mais bon, c'est historique, quoi. C'est une raison historique.
Mais ce qui est important, c'est qu'elles sont comparables au niveau du nombre de locuteurs. À peu près, vous allez voir tout à l'heure, elles ont à peu près le même nombre de locuteurs, donc le pouvoir numérique, et elles ont aussi le même pouvoir politique. Elles sont diffusées sur à peu près un même nombre d'États. Une 20, l'espagnol, une autre 22, l'arabe, même si on peut aller jusqu'à 25, mais bon, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis 22 pour l'arabe. Alors, il m'est arrivé de cet été, il y a eu le 21e congrès de sciences politiques qui a eu lieu cette année au Chili, et donc pays d'Amérique latine, et il était très souvent le cas, il y a eu deux ou trois rencontres de haut niveau, où on a comparé la situation des pays hispanophones avec la situation des pays arabes. On a dit que ce sont des pays qui se ressemblent beaucoup, par exemple, dans leur transition de la dictature à la démocratie, par exemple. Donc ces trois critères me permettent de comparer. Et vous allez voir que la comparaison marche parce qu'il y a pas mal de choses qui se recoupent. Alors, prenons le premier paramètre, le pouvoir politique. La diffusion des langues dans le monde. Langue intercontinentale et multiétatique. Les 6 langues qui sont à la fois multi-étatiques et intercontinentales sont l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le portugais, le néerlandais afrikaans. Diffusion par État, l'anglais 176 États qui l'ont comme langue officielle ou semi-officielle sur 5 continents. Le français 42 États, 4 continents. L'arabe 25 États, 2 continents. L'espagnol 20 États, 3 continents. Portugais 8 États, 4 continents, les néerlandais afrikaans, 6 États, 3 continents. Notez que j'ai mis 25 parce que là j'ai inclus des pays qui ont l'arabe comme langue officielle, mais qui n'appartiennent pas, parce qu'une chose qui est très importante, c'est que les langues multiétatiques et intercontinentales ont tendance à créer des coalitions. Et la multiplicité des États, n'assure pas le pouvoir politique. L'allemand, qui est une langue, si on pourrait dire, une langue de riches. Parce que n'oublions pas que c'est la langue allemande, c'est les pays qui parlent la langue allemande et ceux qui fournissent le plus d'argent aux Nations Unies. Et pourtant, l'allemand n'est pas une langue officielle des Nations Unies. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, ne fait pas de vous, ne vous donne pas la puissance politique. En fait, l'allemand n'est parlé que dans 8 États, mais qui sont cantonnés à l'Europe. Pour avoir vraiment le pouvoir politique, il faut être éparpillé à travers le monde. Et donc les langues intercontinentales et multi-étatiques ont tendance à favoriser des coalitions politiques. Et voilà les coalitions politiques. L'anglais, 53 États. Ah non, à part à part le néerlandais afrikaans, toutes les autres langues favorisent des coalitions. Voilà ces coalitions. L'anglais, 53 États du Commonwealth. Je crois le Rwanda, parce qu'il en veut à la France, il est rentré dans le Commonwealth il y a quelques jours. Le français, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, 57 États. Entre parenthèses, le Commonwealth comprend les 5 pays les plus riches du monde, l'OIF comprend les 5 pays les plus pauvres du monde. L'arabe, la Ligue arabe, 22 États. L'espagnol, l'Organisation des États ibérico-américains, 20 États. Vous voyez, quand je compare, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Et le portugais, la communauté des pays de langue portugaise, 8 États. Alors, deuxième paramètre, c'est le paramètre économique. Je prendrai le PNB d'abord et le PIB après. Le PNB pour 2 périodes, fin des années 90 et 94, fin des années 80 et 94. Donc le PNB en milliards de dollars, fin des années 80 et 94. Regardez, l'espagnol, en fin des années 80, il a plus que doublé en 94. Regardez l'arabe, c'est à peu près le même. Ça ne bouge pas. PNB, hein? Ouais. 2005. Ça, évidemment, l'espagnol est toujours
plus fort. Mais l'arabe, évidemment, il faut tenir compte du fait que le pétrole a connu une explosion dans les prix. Évidemment, ça monte. PIB, produit intérieur brut. C'est les estimations pour 2010, pour les principales langues du monde. Regardez l'anglais, en fait c'est le pourcentage du PIB mondial. Hein. L'anglais 28,2%, le chinois 22,8%, l'espagnol 5,2%, le français, bon ça nous concerne 4,2%, et l'arabe il est à 2% du PIB mondial. L'espagnol toujours plus du double. D'accord ? Pour le troisième paramètre qui, lui, tient compte des données démolinguistiques, c'est-à-dire le nombre de locuteurs, j'irai par deux étapes. D'abord, je donnerai le nombre de locuteurs en millions, milliards, et ensuite, je donnerai le pourcentage par rapport à la population mondiale. Pour les deux, je prends deux périodes, 99 et 2005-2006. Alors, notez une chose, c'est que la plupart des spécialistes admettent une chose, c'est que les statistiques sur le nombre de locuteurs de toutes les langues du monde, c'est-à-dire les statistiques démolinguistiques, ne peuvent être qu'estimatives parce que le problème, il est politique, c'est très peu de... Parce que les chiffres sont fiables lorsqu'on a des recensements. Mais la plupart des pays, dans leur recensement de population, évitent la question linguistique parce qu'ils pensent qu'elle divise la société. Donc, d'où le fait que il y a très peu de pays où on peut se fier aux chiffres qu'on donne sur le nombre de locuteurs. Donc, ce sont des chiffres estimatifs. Ce sont des statistiques estimatives. D'où la nécessité de donner plusieurs sources. Vous allez voir que par moment, c'est-à-dire que c'est 2 fois, 3 fois le chiffre donné par une source ou une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs sources pour pouvoir avoir une tendance. Mais il ne faut pas trop se baser là-dessus. Dans mon livre, j'utilise 4 sources, mais là, pour des raisons d'espace, je ne donne que 2 sources. Alors, voilà les estimations en millions. 2 périodes, 99 et 2006. Regardez l'espagnol, 450 millions, et l'arabe, 250 millions. On voit, c'est l'inverse. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est estimatif. Mais si vous divisez par 2, hein, vous avez à peu près la même moyenne. D'accord ? L'arabe, 422 millions, l'espagnol, 322 millions. Donc ça, c'est le nombre de locuteurs par million. Alors, le pourcentage par rapport à la population mondiale. En 1999, la population mondiale était estimée à 6 milliards. En 2005-2006, elle était estimée à 6 milliards et demi. Regardez le pourcentage pour l'espagnol. En 1999, il est à 7,5%. L'arabe, 4,2%. Si on prend les autres chiffres, 6,5% pour l'arabe, 4,9% pour l'espagnol. Mais si on fait la moyenne, on voit qu'ils sont équivalents. Alors, évidemment, c'est le pouvoir culturel qui est, à mon avis, certainement, comme je disais, l'indicateur le plus puissant. Car les pouvoirs politiques, économiques et numériques, démolinguistiques, sont des atouts non négligeables, mais ils ne représentent presque rien face au pouvoir, à la puissance culturelle. Ils sont sans effet face à la qualité des locuteurs. J'ai parlé tout à l'heure du chinois. Il n'émergeait pas tant qu'il n'avait pas, la qualité de ce locuteur n'apparaissait pas. C'est-à-dire, la qualité de locuteur, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont capables de générer une production intellectuelle dans leur langue, de pénétrer les réseaux sociaux hors de leur communauté. Rappelez-vous tout à l'heure le rôle des diasporas. Ce sont également, quand je parle de la qualité, ce sont des locuteurs qui ont les moyens et l'ambition pour affronter et influencer le monde. Pour illustrer ce que je viens de dire, je prendrai la publication de la chimie, la discipline chimie, les publications scientifiques en chimie, et montrer l'évolution des publications, les langues de publication de la chimie pendant le XXe siècle. Au début du XXe siècle, la langue
de publication de chimie domine, c'est l'allemand qui domine. Au point où, dans les années 1930, l'étudiant américain qui devait se spécialiser en chimie devait apprendre l'allemand. Qu'est-ce qui se passe après? Regardez ce qui se passe. Publication en chimie, en 1980, on passe à 60% de publications en anglais. En 1998, on passe, l'anglais augmente. 3 pays là, le russe, le japonais et le chinois, s'accrochent. Ils sont très loin, 5%. 80% pour l'anglais, 5% pour les 3 langues. L'allemand, regardez où est-ce qu'il est tombé. Le français, 0,5%, le polonais, 0,3%. On passe maintenant à 2004. L'anglais, l'ogre, toujours puissant, il augmente en plus. Mais regardez le chinois. 7%. En très peu de temps, 7%, c'est énorme. Évidemment, l'anglais domine. Mais regardez en l'espace d'un siècle, comment le pouvoir d'une langue change complètement. L'allemand qui dominait, regardez où est-ce qu'il est arrivé. D'accord? Alors, le pouvoir culturel et la langue arabe. Je crois que la meilleure manière de mesurer le pouvoir culturel de la langue arabe, c'est de l'étudier à l'aune de la fuite des cerveaux des régions arabophones. En 1999, on estimait le nombre d'arabophones très haut niveau qui ont quitté leur pays à 1 million. Une étude après le 11 septembre, une étude de l'OCDE a montré que dans les pays, c'est-à-dire la plupart sont les pays de l'OCDE, c'est les pays les plus riches du monde, on a montré ceci, et les chiffres sont les suivants. C'était une publication de 2002-2003. Il y avait 214 000 Algériens, 202 000 Marocains, 141 000 Égyptiens, 110 000 Libanais, 83 000 Irakiens. Ces gens-là, qui sont normalement des producteurs du savoir, ne publient plus dans la langue arabe. Ou ne publient pas en arabe. C'est qu'ils ne produisent pas le savoir dans leur langue. Ils vont produire dans la langue qui les accueille. Généralement, c'est les anciennes langues coloniales. Anglais, français, espagnol, etc. Donc, ce que j'appelle, moi, en faisant ceci, les intellectuels du monde arabe, les producteurs du savoir qui ne produisent plus dans la langue arabe, ils permettent la pénétration de la langue arabe. C'est-à-dire certaines fonctions qui sont très importantes dans une langue, comme la publication scientifique, etc., elle ne se fait pas dans la langue du pays, mais elle se fait dans la langue, dans une autre langue, comme l'anglais, une ancienne langue coloniale. Donc ça veut dire qu'il y a pénétration, surtout au Maghreb, c'est le français, au Mashrek, au Moyen-Orient, c'est l'anglais. Il y a pénétration de l'arabe par les langues, les anciennes langues coloniales. Alors, je répète donc, pénétration, c'est l'appropriation de certaines fonctions, de certains domaines, qui sont normalement, qui appartiennent presque à toutes les langues, mais qui, dans certaines langues, perdent certaines fonctions aux dépens des anciennes langues coloniales. Mais, selon le programme des Nations Unies et du développement, ça a commencé avant le 11 septembre, ils ont publié un certain nombre de rapports sur le monde arabe. Les 2 premiers étaient excellents, justement sur le savoir et tout, 2002-2003, mais ça s'est arrêté en 2005. Pardon? Le dernier. Ah ben merci, voilà. Donc ils ont voulu comprendre ce qui se passait dans la tête de ces exilés arabes, et ils ont fait un sondage, en fait plusieurs sondages, auprès de ces expatriés hautement qualifiés, et ils leur ont demandé qu'est-ce qui faisait qu'ils sont partis. Et les points qui revenaient le plus, c'est l'absence d'un environnement social stimulant, ou positif, et l'absence de moyens pour leur permettre de jouer leur rôle de producteurs du savoir dans la langue et pour développer leur pays. Alors, pour illustrer cet environnement
cet environnement positif qui manque. Je vais prendre Je vais prendre trois choses. Je vais prendre l'indice de développement humain, toujours à comparer avec l'espagnol. Je prendrai l'acquisition du savoir et la production du savoir à travers la traduction. Et je terminerai par les obstacles. Quels sont les principaux obstacles qui font que des élites comme ça partent à l'étranger? Je commencerai par l'indice de développement humain. Qu'est-ce que c'est que l'indice de développement humain? On a dit tout à l'heure, ça comprend la qualité de la vie, le niveau d'éducation, le niveau de vie selon le produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses créées à l'intérieur du pays. J'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité des locuteurs. Alors, l'indice de développement humain, l'IDH, ça se présente sous la forme d'un indice, d'une valeur, allant de 0, ce qui correspond à un développement humain exécrable, à 1, un développement humain excellent. D'accord? Alors, j'ai pris le dernier classement fait par le PNUD, 2007-2008. 177 pays ont été évalués, et on les évalue selon trois catégories. On a l'indice élevé, l'indice IDH élevé, c'est soit égal à 0,8 ou supérieur à 0,8. Le nombre de pays qui se tombent dans cette catégorie, il y en a 70, et leur moyenne de l'IDH, elle est de 0,897. Deuxième groupe, l'IDH moyen, c'est ceux qui obtiennent entre 0,5 et 0,799. Le nombre de pays dans cette catégorie, il y en a 85, et la moyenne de l'IDH, elle est de 0,698. Je donne ça parce que je reviendrai tout à l'heure, vous verrez pourquoi. L'indice de développement humain faible, c'est égal à 0,499 ou inférieur à cet indice. Le nombre de pays qui tombent là-dedans, c'est 22 pays. L'indice moyen pour ce groupe, il est de 0,436. Nous allons donc comparer les pays arabophones avec les pays hispanophones par rapport à deux indices, élevé et moyen. Parce qu'entre-temps, entre 2006, parce que dans mon livre je prends aussi 2006, entre 2006 et 2007-2008, les trois pays arabes, la Mauritanie, Djibouti et Yémen, qui font partie de la Ligue arabe, sont passés de là à là. Donc, pour comparer avec l'espagnol, je ne prendrai que l'IDH élevé et l'IDH moyen. Prenons l'IDH élevé. Langue arabe, langue espagnole, élevé. 7 pays arabes, d'ailleurs l'Arabie Saoudite et la Libye, dans 2006, étaient dans l'indice moyen. Grâce à l'explosion du baril du pétrole, ils se retrouvent dans ce groupe-là. L'arabophonie, elle a 7 pays, l'hispanophonie, elle a 8 pays. Je notais bien que ce sont tous des pays du Golfe ou des pays riches en pétrole. La moyenne, 0,849 pour l'arabophonie, 0,857 pour l'hispanophonie. La moyenne mondiale pour ce groupe, ni l'un ni l'autre ne réussissent à rattraper ce moyen. Sauf si on prend l'espagnol, il n'y a que l'Espagne qui atteint, je vais vous donner avec 0,949 au-dessus de la moyenne mondiale. D'accord? Mais regardez, si on compare l'arabophonie et l'hispanophonie à ce niveau-là est toujours supérieur à l'arabophonie. L'indice de développement humain moyen. L'arabophonie, 13 pays. L'hispanophonie, 12 pays. Moyenne pour les pays arabophones, 0,654. Pour les pays hispanophones, 0,736. Regardez bien, le monde arabe n'arrive pas à la moyenne mondiale, alors que le monde espagnol dépasse la moyenne mondiale. D'accord? Alors maintenant, je passe à l'acquisition du savoir et à la production du savoir, à travers la traduction. Quand on étudie la traduction dans les pays, il y a deux façons complémentaires. C'est la traduction qu'on dit vers les langues cibles, par exemple, traduire pour acquérir le savoir, traduire vers l'espagnol, traduire vers l'arabe,
traduire en arabe, par exemple, en espagnol, en anglais, etc. C'est ça, on traduit vers l'arabe, vers l'espagnol, etc., pour acquérir le savoir, pour permettre à ces citoyens d'être plus éclairés, de savoir ce qui se passe dans les autres pays. Ça, c'est traduction langue cible, pour acquisition du savoir. Mais il y a l'autre traduction, c'est la traduction langue source. C'est à partir de l'arabe, à partir de l'anglais, à partir de l'espagnol. Ça, c'est évidemment, plus votre production du savoir est élevée, plus les gens vont vous traduire. Évidemment, ça dépendra des autres pour vous traduire. Donc là, je compare traduction, acquisition du savoir, traduction, production du savoir. Prenons une période entre 1979 et 2004. Les traductions cibles, c'est-à-dire vers l'arabe, vers l'espagnol, entre 1979 et 2004. Regardez bien. Voilà les top 50 des langues cibles. Top 50. Les 50 premières langues vers lesquelles on traduit. L'allemand vient en première position, l'espagnol en deuxième position, regardez les chiffres. Le portugais, regardez, c'est important, je l'ai mis, c'est important, 69 806, je reviendrai sur le portugais. L'arabe, regardez, en 30e position, avec 8 989 traductions, c'est à peu près le même chiffre que l'hébreu. Rappelez-vous, l'hébreu n'est langue officielle que dans un seul État, Israël, et j'ai vérifié la semaine dernière la population de l'État d'Israël, et je vous donne le chiffre estimation juillet 2009, elle était à 7 700 000 habitants. La faiblesse de la traduction en arabe, évidemment, vient de très loin. Depuis l'ère d'Al-Mamoun, qui est l'émir au IXe siècle, on a traduit 10 000 livres vers l'arabe. C'est ce que traduit l'Espagne en une année. Et si on prend le top 50 des langues sources, c'est-à-dire les langues sources, c'est les gens qui vous traduisent. Ils trouvent que ce que vous produisez vaut le coup pour éclairer leur société. Si on compare, regardez les langues sources. L'arabe, c'est à peu près le même chiffre. Mais regardez le portugais. Si je reviens après, le portugais, on traduit beaucoup pour éclairer ses citoyens. Et ça explique, entre autres, l'émergence du Brésil. Il a donné de l'importance au savoir. Parce que pour produire, il faut d'abord acquérir. Et si on voit là, le Portugal n'est pas encore producteur du savoir. L'espagnol, il est en 6e position par rapport à ceux qui le traduisent. D'accord ? Donc ça, c'est les langues sources. Une autre manière de mesurer la production du savoir dans une société donnée, dans une langue donnée, ce sont les prix Nobel. Regardez le prix Nobel jusqu'en 99. Je me suis arrêté à 99. L'anglais vient en tête. Attention, quand je dis 21,5, s'il vous plaît, regardez en bas, on peut avoir un auteur qui écrit dans plusieurs langues. Donc, par exemple, actuellement, je crois le dernier prix Nobel de littérature, c'est quelqu'un d'origine roumaine, mais qui écrit en allemand. Donc, on peut la mettre, on peut lui rajouter 0,5. Donc, regardez, l'espagnol est à 12 et l'arabe est à 1. D'accord ? Un prix Nobel. Alors, oui, question ? De littérature, c'est pas scientifique. Non, bien sûr, mais simplement pour donner une idée de la production du savoir. C'est des tendances, c'est des tendances, c'est ça qui m'intéresse. Mais regardez, la puissance de l'anglais, elle est là, quand même. Alors, passons maintenant aux obstacles. Qu'est-ce qui bloque le bloc d'abord? Qu'est-ce qui oblige les intellectuels et producteurs du savoir du monde arabe à quitter leur pays respectif? Et quelles sont les entraves? En fait, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des entraves, surtout politiques. C'est-à-dire l'absence de liberté et de démocratie sont les principales raisons du départ des producteurs du savoir.
c'est cette absence de liberté et de démocratie qui pose problème. Alors, évidemment, pour les gens des sciences politiques, ils vous diront que mesurer liberté et démocratie, ce n'est pas pareil. Ils passent leur temps à se chamailler sur les gens en sciences politiques, sur ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la démocratie. C'est vrai que ce n'est pas pareil, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir les tendances. Donc, je ferai appel à ce qui existe. Il y a 2 organisations dans le monde qui mesurent chaque année. Il y en a une américaine, l'autre britannique, donc elles ont leur agenda. Donc, il faut toujours prendre avec beaucoup de précautions ce qu'ils donnent, mais en même temps, ça vous donne une tendance. De toute façon, un arabophone, quand il verra ça, il dira, de toute façon, bon, ça se voit que c'est la dictature, c'est clair. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Bon, mais il y a 2 organisations. Une qui s'appelle l'américaine, qui s'appelle Freedom House, qui, elle, évalue la liberté. Et il y a une britannique qui s'appelle Economist Intelligence Unit. Bon, pour des raisons d'espace, dans le livre, je donne les 2, hein, mais pour des raisons d'espace, je ne parle que de Freedom House. Celle qui... Alors, elle donne 3 catégories. Les pays libres, ceux qui sont libres partiellement et ceux qui ne sont pas libres du tout. Voilà ce que ça donne pour les 2 langues, l'arabe et l'espagnol. Sur 20 pays hispanophones, il y en a 10 qui sont libres, 8 qui sont partiellement libres et 2 qui ne sont pas libres. Regardez le monde arabe. Aucun n'est libre. 9 partiellement libres, 13 dictatures. Vous comprenez, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer l'espagnol. D'où cette histoire de cet été, que ce sont des pays qui se ressemblent, parce que, bon, il n'y a pas longtemps, la plupart de ces pays étaient quelque part là ou là. Hein. Donc, mais autre chose, c'est que lorsqu'on parle de coalition, la Ligue arabe, qui, à mon avis, une sorte de club qui défend des dictateurs, la coalition hispanophone, elle est... Dernièrement, il y a un coup d'État, l'été dernier, il y a un coup d'État au Honduras. Ce sont les pays hispanophones qui ont fait pression pour que les militaires se retirent. Donc, les coalitions elles-mêmes, en Europe, pour entrer en Europe, il faut d'abord montrer carte blanche par rapport aux droits de l'homme, à la démocratie, etc. etc. Donc, les coalitions jouent un rôle important. Et en arabophonie, la Ligue arabe ne joue pas encore ce rôle. D'accord ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le pouvoir culturel le plus puissant, c'est lorsqu'une langue est apprise par d'autres, surtout lorsqu'ils l'apprennent comme langue additionnelle, comme langue seconde ou comme langue étrangère. Je l'ai déjà dit, on apprend la langue de ceux que l'on veut imiter. Et l'anglais... la force d'attraction de l'anglais, c'est sur les autres. Les gens veulent l'apprendre parce qu'il représente quelque chose. Alors, la force de l'anglais maintenant, c'est qu'il n'est plus la langue que vous vous rappelez l'espace central. Maintenant, il appartient surtout aux 2 autres espaces. Si par exemple je prends les chiffres d'aujourd'hui, on donne la population mondiale à peu près à 6,5 milliards 6 milliards et demi. On estime entre 1/3 et 1/4 qui maîtrisent l'anglais. C'est-à-dire que les locuteurs non natifs sont devenus majoritaires. Et en fait, depuis les années 90, l'avenir de l'anglais n'est plus entre les mains des locuteurs natifs, mais entre les mains des locuteurs non natifs. Donc, en plus, ces locuteurs sont plurilingues. Généralement, ils ont une autre langue ou d'autres langues. Donc, mais la force de l'anglais aussi, c'est que c'est une langue qui, à travers son évolution historique, les gens l'apprennent parce qu'ils n'ont pas peur de perdre leur identité. Elle s'est plus ou moins neutralisée d'un point de vue identitaire, idéologique, etc. Il n'y a pas de langue neutre, hein, je ne rigole pas là-dessus, mais disons que si on compare avec l'arabe, si on compare avec le français, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les langues fermées et les langues ouvertes. L'évolution historique de l'anglais montre que c'est un idiome moins fermé que d'autres, entre guillemets fermé, ouvert. Hein. Il n'a plus de lien religieux et son lien avec l'origine nationale tend à s'estomper, à se perdre. Le français
lui, n'a plus de lien religieux. Mais le lien national est très fort encore. Il suffit par exemple de voir comment, jusqu'à nos jours, d'ailleurs il y a des pétitions parmi les écrivains qui écrivent en français, c'est qu'on fait encore la distinction entre un écrivain francophone qui vient des anciens pays colonisés et un écrivain français. Et donc là, ça vous montre déjà que la langue française n'est pas encore complètement sortie du lien entre langue et nation. Alors que l'anglais, vous pouvez voir par exemple dans les pays asiatiques, vous avez des marxistes, vous avez des hindous nationalistes et vous avez des islamistes musulmans. Les trois utilisent l'anglais pour faire leur propagande. Les trois se haïssent, les trois idéologies ne se comprennent pas, mais les trois idéologies utilisent l'anglais pour vous montrer à tel point l'anglais, c'est ce que Joshua Fishman, le sociologue du langage américain, qui parle de l'anglais, il dit l'anglais c'est déethnisé. Ces pertes de domaines stratégiques, comme la recherche, etc., permettent la pénétration de l'arabe par les ex-langues coloniales. Le français au Maghreb, l'anglais au Masharaq, au Moyen-Orient. Mais la pénétration n'est pas que par rapport en termes de producteurs du savoir. La pénétration est elle-même à l'intérieur des pays arabophones. C'est-à-dire que le monde arabe n'a pas réussi à faire une dualité linguistique où on a une langue pour ce qui est profane, la science, la recherche, c'est-à-dire une dualité linguistique locale, une langue pour ce qui est profane, tout ce qui est la science, le quotidien, et une langue pour Dieu. On a voulu, au lendemain des indépendances, faire en sorte que la langue arabe devienne la langue de al-hadid wa al-salb, comme disait Boumediene. Mais en fait, tout de suite après, les élites dans le monde arabe ont voulu se distinguer de la majorité et ils ont encouragé leurs enfants à aller dans les écoles en français au Maghreb et en anglais au Moyen-Orient. Et on a fait la dualité, c'est qu'on a gardé la langue arabe, la langue de Dieu, et la langue ex-coloniale, la langue du savoir. Alors, pour vérifier ça, donc le monde arabe a besoin de créer une dualité linguistique locale. C'est-à-dire que ce sont les langues coloniales qui jouent le rôle de langue de la science, du savoir, etc. Donc pour voir, mesurer si les nouvelles générations arabophones, qui n'ont pas connu la colonisation, qui ont la plupart connu, étudié dans les écoles arabisées, donc ils maîtrisent l'arabe littéraire, etc., quelles étaient leurs attitudes vis-à-vis des langues en présence en Algérie, dans l'ouest algérien. Donc j'ai pris 1050 élèves de seconde et de première, c'est-à-dire les enfants qui représentent l'avenir. Et j'ai donné, leur âge moyen, c'est entre 14 et 20 ans, j'ai donné une série d'affirmations et je leur demandais de cocher simplement l'une des langues, 4 en Algérie, dans l'ouest algérien. Donc il y a l'arabe littéraire, ou certains l'appellent l'arabe standard, l'arabe moderne, etc., l'arabe dialectal, le berbère ou tamazirt et le français. Et j'ai donné une série d'affirmations. Certaines affirmations étaient en lien entre langue et religion et d'autres langue et savoir, ouverture sur le monde, connaissance, etc. Ça, c'est en 2004. Avril-mai 2004, j'ai fait ce questionnaire. 2050 élèves. Regardez ce que ça donne. Je me sens proche de Dieu en 82% en arabe littéraire. Langue des valeurs religieuses et morales, 80% en arabe littéraire. C'est-à-dire que les élites, au lendemain des indépendances, n'ont pas réussi à faire chose qui n'existe pas au Moyen-Orient. Les Moyen-Orientaux ont moins de ce problème. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a fait au Maghreb, en Algérie en particulier, c'est ce qu'on appelle l'arabisation, islamisation, alors qu'au Moyen-Orient, c'était une arabisation, processus linguistique, se remplacer la langue coloniale par l'arabe, mais en Algérie en particulier, c'est autre chose. Donc l'arabe l'arabe littéraire a servi comme moyen d'islamiser la société algérienne. Alors, la langue qui permet l'ouverture sur le monde, la langue du savoir, regardez le résultat. Langue qui permet l'ouverture sur le monde, français 91,5%. Regardez l'arabe littéraire où il est. La langue des sciences et technologies, 85,7%. Donc on voit bien que la dualité linguistique, la langue de Dieu, c'est l'arabe,
littéraire, je veux dire, et la langue coloniale, c'est la langue de l'ouverture. Donc on n'a pas trouvé une dualité locale, mais on a une dualité où la langue coloniale joue toujours un rôle important. Alors, il y a une chose sur laquelle j'insiste, surtout chez les Maghrébins en France, n'oubliez pas que j'ai parlé du rôle de la diaspora. Que pour une langue puisse devenir mondiale, la diaspora doit jouer son rôle. Et le problème qu'on a là, c'est que si on considère de nos jours, on estime le dernier numéro de Langue et Cité d'octobre 2009, il donne 3 millions d'arabophones en France. La majorité sont des Algériens. La majorité, souvent, préfèrent que leurs enfants apprennent le français au lieu de l'arabe. Donc il y a ce qu'on appelle assimilation de ces gens-là. Il n'y a pas maintien de la langue des origines. Tout simplement parce qu'on est là-dedans, hein. On est dans cette logique-là. Il y a le grand anthropologue britannique, il a dit « Le Nord-Africain en général et l'Algérien en particulier sait que Dieu parle arabe, mais que la modernité parle français. » On est encore dans cette logique. On est encore dans cette logique. Donc les parents arabophones acceptent l'assimilation. Ils ne maintiennent pas la langue. Et c'est ça qui pose problème pour l'arabe. Donc il y a assimilation linguistique. Alors à peu près le même exemple se trouve aux États-Unis par rapport à l'allemand. C'est-à-dire cette situation, ce qu'on appelle la diglossie. C'est-à-dire la langue, l'arabe dialectal qui est la langue du quotidien, de la maison, de la famille, et l'arabe littéraire qu'on garde dans certaines sphères, par exemple, disons l'école, etc. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la diglossie. C'est-à-dire les deux langues remplissent des fonctions différentes. Je ne parle pas bien sûr du français là, qui vient mettre son grain de sel. Cette situation diglossique dans la diaspora allemande a fait en sorte que l'allemand a disparu aux États-Unis. Pendant plusieurs générations, les germanophones ont gardé l'allemand aux États-Unis. Mais entre autres, cette situation de diglossie a fait en sorte que l'allemand a disparu. Et l'allemand aussi est en situation diglossique, c'est-à-dire il y a le haut allemand et le bas allemand, etc. Donc ça n'a pas aidé l'allemand à se maintenir aux États-Unis. Alors résumons. L'arabe a des atouts. Il a le pouvoir politique, comme l'espagnol. Il a le pouvoir numérique, à peu près le même chiffre. Le pouvoir économique, on sait tous qu'il dépend dans le monde arabophone, surtout du pouvoir culturel. Tant que les élites ne sont pas redevables envers le peuple, évidemment, on aura le pouvoir, l'économie sera mal gérée parce que les dirigeants ne sont pas redevables vis-à-vis de leur population. Mais si je parle de la pauvreté dans les pays arabophones, elle est endémique. Il faut oublier, les pays arabes sont riches, c'est un mythe, hein, c'est les pays du Golfe. Hein. Mais la pauvreté est endémique. Mais elle est moins élevée, le taux de pauvreté absolu dans le monde arabe est moins élevé que le reste du monde. Le taux de pauvreté absolu. Hein. Alors, le véritable talon d'Achille, c'est le pouvoir culturel. Et j'ai dit, c'est l'essentiel. Alors, pour conclure, je vais mettre un certain nombre de défis. Mon livre, c'est un défi pour l'arabe, hein, tahaddi pour bien être clair. Alors, dans ces défis, je préfère tout de suite annoncer la couleur. On passe notre temps dans le monde arabe à s'accuser mutuellement, réciproquement, d'idéologie pour éviter toute argumentation raisonnée. Par ailleurs, on peut me traiter de rêveur, parce que dans la citation que je cite de l'écrivain nigérian prix Nobel Wole Soyinka, il dit que les écrivains, leur rôle, c'est de créer l'avenir. Donc je peux être un rêveur, mais sans rêver, mais peut-on agir sans rêver si l'on cherche le progrès de l'humanité? Bien sûr, évidemment, c'est impossible. Mais moi, je pense que s'il y a un défi que le monde arabe et surtout les intellectuels devraient vraiment prendre, c'est celui de changer complètement de mode de pensée. C'est de faire dans le décloisonnement mental. Je crois que c'est très important. Pour tout défi, ça c'est très important. Alors, pour mes défis, je prendrai deux types de défis. Les défis d'ordre linguistique et les défis d'ordre non linguistique. Les défis d'ordre linguistique visent à mettre
fin à la grande différence qui existe entre la langue de la maison et la langue de l'école. Trouver une solution où il y aurait une convergence entre les deux. Elle est en train de se faire, il ne faut pas rêver. Jamais le monde arabe n'a connu autant de filles qui étudient, jamais le monde arabe n'a connu autant de gens instruits, jamais le monde arabe n'a connu autant de gens vivant dans les villes. C'est dans les villes que les gens vont perdre leurs différences, c'est dans les campus, c'est le campus universitaire des pays, des villes arabes, que des jeunes filles et garçons se rencontrent et qu'ils se débarrassent de ce qui fait leur différence et qu'ils sont en train de créer actuellement quelque chose qu'on pourrait appeler une convergence entre le littéraire et le dialectal. C'est ça, je pense, la solution. C'est la solution pour créer la dualité linguistique locale et qui mettrait peut-être fin, et l'arabe classique restera pour la Dieu, bien sûr. Donc il y a cette convergence linguistique qui est en train de se former sur les campus, dans les grandes villes, puisque la société arabe est de plus en plus urbanisée. Donc je pense que la solution, elle est là-dedans. Donc je parle de convergence entre les deux formes d'arabe pour créer une dualité linguistique locale. C'est-à-dire que la langue coloniale servirait bien sûr, servirait toujours éventuellement, mais que les gens, pour arrêter d'être aliénés, puissent justement trouver une solution locale pour parler à la fois de Dieu, parler de Dieu et du profane. Alors, pour montrer les conséquences qu'on peut avoir, cette convergence sur deux fonctions essentielles de la langue chez l'individu. La langue n'est d'abord communication. On sait que la langue sert pour communiquer. La langue sert pour informer, information. D'où certains pensent que sur le plan économique, c'est bien d'avoir une seule langue dans une société. Ça, c'est le côté communication. Mais il ne faut jamais oublier que la langue n'est pas que communication. La langue, c'est aussi identité. Il y a des gens qui meurent pour une langue. Donc il y a aussi le facteur identité et représentation. Alors, je prends la communication. Comment on peut être efficace dans le monde arabe? Je citerai deux personnes. Je prendrai deux exemples. Un journaliste marocain et un traducteur, un intellectuel arabe égyptien qui a beaucoup fait de la traduction. Et au printemps 2007, le premier journaliste marocain à faire de l'usage du marocain un positionnement éditorial, il décrit ainsi la force de l'arabe marocain dans la communication. Il dit ceci, je le cite. « L'usage du dialecte marocain renvoie à des codes culturels spécifiques qui parlent aux gens. Dire harrag est 10 fois plus expressif que de dire émigré clandestin, par exemple. » Fin de citation. Traduction. Efficacité dans la communication, encore, toujours là-dedans. Deuxième exemple, Mustapha Safwan, qui est un psychanalyste, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup traduit vers l'arabe littéraire et vers l'arabe égyptien. Il a traduit de grands auteurs classiques européens. Par exemple, en arabe littéraire, il a traduit Freud, il a traduit Hegel. Et en arabe égyptien, il a traduit Othello de Shakespeare. Et voilà ce qu'il dit. Je le cite. « En réalité, pour n'importe quelle traduction sérieuse, l'arabe parlé convient beaucoup mieux que l'arabe classique. Si nous traduisons dans nos langues maternelles respectives, cela rendra peut-être possible une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. À cause de sa fraîcheur, le langage parlé peut rendre plus facile l'accès aux catégories d'une autre culture et faciliter les néologismes, procédé qui est parfois nécessaire. » Fin de citation. Je pense que ce type, quand j'ai dit qu'il faut changer de mode de pensée, je pense que ça ne peut marcher que lorsqu'on a à la tête, qu'on mette l'accent sur des départements de linguistique dans le monde arabe. Il y a très peu de départements de linguistique. Souvent, les linguistes se cachent dans les départements d'anglais, comme moi-même d'ailleurs, de français. Et il faudrait penser à créer des départements de linguistique sans aucun complexe et laisser les gens travailler et que les dirigeants, qui soient éclairés, acceptent les travaux qui sont sur le terrain. J'ai dit qu'il y avait quelque chose qui se passait sur les campus dans les universités. Il faut étudier tout ça, donc ça c'est très important. Quant à la question de l'identité, je parlais communication, parlant de l'identité. Les études de terrain montrent une chose, c'est que le Marocain se sent marocain en arabe marocain. L'Égyptien se sent égyptien dans son arabe.
D'ailleurs, récemment, entre le match football entre l'Algérie et l'Égypte, c'était comment il l'a dit, Yadda'oun fara'ina nahnu qarasina. Ils se prennent pour des pharaons, nous sommes des corsaires. Donc, il y avait eu pas mal de bagarres entre les Égyptiens et les Algériens récemment. Alors, quant à la question de l'identité, je crois que l'arabe local, c'est l'identité nationale. Et il ne faut pas oublier, évidemment, que la décolonisation a fait en sorte que l'identité algérienne, l'identité marocaine sont sorties. D'accord ? Et une collègue britannique a travaillé sur les Marocains. Elle a montré bien que les Marocains se sentaient beaucoup, les arabophones bien sûr, se sentaient marocains en arabe marocain. J'ai fait la même chose. Et voilà ce que j'ai posé comme question. Je me sens véritablement algérien en 72%, plus de 72% se disent en arabe dialectal. Donc vous voyez que le problème de la communication et de la représentation se pose pour le monde arabe. Mais tout ça, c'est des défis linguistiques. Tout cela dépend de changements de mentalité chez les élites, quelles qu'elles soient. Mais c'est surtout des élites politiques qui seraient prêtes à admettre qu'on puisse travailler sur le terrain et qu'on tienne compte des résultats du terrain. C'est ça qui est important. Mais à mon avis, avant d'arriver à ça, il faut d'abord tenir compte des défis non linguistiques. Et évidemment, puisque le monde arabe n'a pas évolué à ce niveau-là, je reprends la stratégie proposée par le rapport du PNUD de celui de 2002. Il donne quatre défis. Il propose que la société arabophone donne la priorité au savoir. Il propose une culture de l'excellence, non pas le népotisme, le cousin, l'aplaventrisme, etc. Il faut que ce soit un avenir forgé par tous, la démocratie, et un avenir pour tous, la justice sociale. Je pense qu'on est dans cette logique-là, on n'a pas changé. Je crois que ce défi-là, on n'est pas encore, même si ça évolue, attention, ça évolue. Je vous dis, j'étais au Liban, les gens, avec la famille Hariri, ils attaquent. Les gens parlent, il n'y a pas de souci. Bon, on voit bien qu'ils sont partiellement libres. Donc on voit bien que ça évolue. Ce ne sont pas des sociétés qui stagnent, ce sont des sociétés qui sont dynamiques, évidemment. Mais les sociétés sont souvent en avance sur leurs dirigeants. C'est ça le problème de toutes les sociétés, évidemment, qui sont dans des situations de transition. Merci.